Eh ben merci d'avoir répondu à l'appel pour t'interviewer, c'était un grand plaisir. C'est un plaisir pour moi. Moi, je suis un grand bavard. Alors à chaque fois qu'on me permet de parler de mes passions, et notamment du druidisme, qui est certainement ma passion, bah, j'hésite pas. Je parle. C'est toi qui en auras marre, tu me diras d'arrêter sûrement. Ouais, si à un moment tu veux que je pars et que tu parles tout seul, Oui, je suis sûr que tu continues à parler tout seul. Ah oui, je peux le faire. Ah oui, je peux le faire. Moi, ce serait non. pas. Non. Bah non, parce que moi j'ai été passionné. Je vais vite te dire comment je t'ai connu. C'était sur internet, j'ai vu une de tes vidéos, où tu étais interviewé. Et après, j'ai lu les Chemins de folle pensée. Ce livre que tu as, donc c'est coécrit avec Alain Gérardin. Alors, Alain Gérardin est l'éditeur des Oiseaux de Papier, qui est une maison d'édition en brocéliande. Et donc, il m'a proposé de faire un livre sur le druidisme. Et donc, en fait, il a accepté de jouer le rôle du Candide, ce qui fait que ce bouquin, c'est une conversation à bâton rompu. Donc, lui pose des questions et moi, je réponds suivant ma vision personnelle du druidisme aussi. Ouais. Ce livre, c'est ce que je dis toujours, et je le dis dans ce bouquin-là, moi, je ne suis pas un représentant officiel du druidisme aujourd'hui. Bien sûr, j'ai été initié régulièrement et je peux me réclamer de la lignée de Juntoland de 1717, mais je ne parle pas au nom. Les druides d'aujourd'hui, dans ce livre-là, ne m'ont pas désigné pour parler en leur nom, quoi. Donc, c'est très honnêtement, c'est le druidisme vu par mon filtre. D'accord, c'est ça. Ça veut dire un peu que chaque druide est différent des autres, ou pas? Théoriquement, on devrait quand même se rejoindre sur un fond, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui quand même quelques sensibilités qui s'expriment, même si on se rejoint sur le fond. D'accord. Dans l'imaginaire collectif, je pense que les gens, la vision, on doit te le dire tout le temps, la vision la plus proche, c'est celle de Panoramix. Crac, ça y est, je savais qu'on n'allait pas y échapper. Mais comme vous voyez, ça n'a rien à voir en fait. C'est-à-dire que, non, moi je te vois arriver en voiture, il paraît que tu as de la technologie. Oui. Tu es quelqu'un qui vit en fait comme chacun, sauf que toi, tu te rattaches à une tradition, à une spiritualité. Bien sûr, mais en fait, on est en 2015, donc moi j'ai envie d'être un druide dans ce monde-là. Un jour comme ça, j'étais dans mon jardin, et puis qui a une cinquantaine de mètres de ma maison, et puis je vois deux jeunes filles qui passent comme ça dans la rue. Et elles me disent, pardon monsieur, on nous a dit qu'il y avait un druide dans la forêt. Alors moi je leur dis, ah bon, oui, un druide dans la forêt, oui. Et vous ne l'avez pas rencontré? Alors elles me disent, non, on n'a pas vu de cabane, rien, pas de hutte. Et je leur ai dit, mais vous savez qu'un druide aujourd'hui, il a une maison, il a peut-être la télé, il a le téléphone, il a Internet. Donc un druide d'aujourd'hui va utiliser toutes les possibilités de son époque pour pouvoir s'exprimer. Après, je leur ai dit que c'était moi qu'elles cherchaient. Mais elles étaient toutes surprises de voir, oui, vas-y, tu peux nous amener le café. Et elles étaient comme ça, tu seras sur le... Non, c'est bon, tu passes pas. Et alors... pour elles avaient une image d'Épinal, c'est-à-dire effectivement l'image de Panoramix qui était dans la forêt. Alors c'est ce que je dis toujours. Moi j'aime beaucoup la fameuse bande dessinée d'Uderzo et Goscinny, mais c'est quand même très très réducteur. La première conférence que j'ai faite, et j'ai envie de recommencer ça, je la faisais à partir de la bande dessinée justement. Je prenais des vignettes pour montrer ce qui était exact et ce qui ne l'était pas. Et c'est très intéressant. Mais même Uderzo et Goscinny avaient beaucoup travaillé sur la tradition celtique. Il y a réellement des choses qui sont justes. Mais montrer le druide comme un vieillard sénile qui prépare des potions magiques pour des guerriers braillards et débiles, c'est pas ça. C'est très très réducteur. Hein. Ouais, bon, mais ça peut être une première porte d'entrée. Mais alors, évidemment, quand on est druide aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ce qu'était un druide il y a 25 siècles. Oui. Parce que le druide, il est attaché à une civilisation, à la civilisation celtique. Et la civilisation celtique historique, elle correspond au dernier millénaire avant notre ère, c'est ce qu'on appelle l'âge du fer. Et donc le druide, il est attaché à cette civilisation-là.
C'est pour ça moi, que j'attache une grande importance à l'histoire. D'accord. Moins 1000. Alors, C'est... en fait, ce qu'on appelle Celtes historiques, c'est ceux qu'on appelle les Celtes laténiens. En fait, Ouais. l'âge de fer du dernier millénaire avant notre ère, on le divise, grosso modo, en un premier âge de fer de moins 800 à 450, à moins 450, et un deuxième âge de fer de moins 450 à peu près 0, si tu veux. D'accord. Et les premiers Celtes qui sont attachés au premier âge du fer, on les appelle les Celtes de Hallstatt. Le premier âge du fer, on appelle ça la civilisation de Hallstatt. Hallstatt, c'est quoi? C'est un lieu en Autriche, hein, un site de fouille qui a révélé beaucoup de renseignements justement quant aux Celtes qui vivaient à cette époque-là. Bon, et puis c'est pareil, quand j'ai parlé de Celtes laténiens tout à l'heure, au bord du lac de Neuchâtel, il y a un site de fouille, hein, un endroit qui s'appelle l'Athènes et qui a donné beaucoup d'enseignements quant aux Celtes qui vivaient à cette période-là. Donc voilà, donc les Celtes historiques sont les Celtes de l'Athènes. Alors ça ne veut pas dire que les Celtes sont sortis comme ça par génération spontanée en moins 800. Bien sûr qu'il y a déjà eu des Celtes à l'âge de bronze, mais réellement les Celtes historiques, c'est ceux-là, les Celtes de l'Athènes. D'accord. Alors ça, c'est les dates. Et géographiquement, les Celtes, il paraît qu'ils sont allés jusqu'en Turquie. Alors oui, Asie mineure, en tout cas. alors il y a une controverse entre les scientifiques aujourd'hui. Il y avait une idée qui disait qu'effectivement, le foyer du monde celtique, c'était un triangle qui était formé par notre région Champagne-Ardenne, l'Athènes au bord du lac de Neuchâtel et Hallstatt. Voilà, alors donc c'est le foyer du monde celte. Et puis au 4e, 5e siècle avant notre ère, il y a des migrations. Donc ces migrations entraînent les Celtes jusqu'en Irlande, jusqu'en Espagne, jusqu'en Italie du Nord, jusqu'à la mer Noire, et donc jusqu'en Turquie, effectivement, Ankara, au 3e siècle de notre ère, c'est une cité gauloise. Hein. D'accord. Ils vont même aller jusqu'à Delphes. Ankara, c'était gaulois. Oui. Okay. 3e siècle avant notre ère, c'est réellement occupé par des Gaulois, ça va être une grande cité gauloise. Et donc l'ère celtique, c'est pas seulement les pays celtiques d'aujourd'hui, c'est pas seulement l'Irlande, l'Écosse et la Bretagne armoricaine. Oui. C'est toute cette ère-là. Finalement, peut-être qu'on pourrait y voir une préfiguration de l'Europe. Hein. Alors, d'autres scientifiques disent non, en fait, il n'y a pas eu, sans nier l'importance du foyer dont je viens de parler, le fameux triangle. Certains disent non, les migrations, elles n'ont pas eu lieu comme ça. En fait, les Celtes réellement étaient répartis sur le littoral atlantique, hein, et les migrations auraient eu lieu d'ouest en est et pas l'inverse. D'accord. Voilà. Moi, j'ai pas envie de prendre parti pour l'une des deux solutions. Je trouve que les deux solutions sont intéressantes. Et de toute façon, ça ne nie en aucun cas ce foyer central que j'évoquais tout à l'heure. D'accord. Peut-être un café là. Ah oui. Je prends mon nom. Génial. Donc là, on a un peu posé les quelques repères historiques et géographiques. Oui, c'est important. Alors, comment ça se fait qu'on passe des Celtes aux Gaulois? On dirait qu'ils sont liés les deux. Ah bah bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, parce que... On a changé les noms. Alors, on n'a pas changé les noms. Finalement, c'est un peu César peut-être qui nous a mis dans la panade. La guerre des Gaules. Voilà, la guerre des Gaules. En fait, dans la guerre des Gaules, commençons par le commencement, pardon. D'accord. Les premiers qui vont parler des Celtes et des Gaulois, eh bien, ce sont les Grecs. Et en fait, avec la fondation de Marseille, Massilia, et les Grecs qui, eux, veulent faire du commerce sur toute la Méditerranée, ils vont venir, effectivement, finalement, créer un comptoir sur la Méditerranée qui donnera Marseille ensuite. Et ça c'est en 600 avant notre ère, ça. D'accord. Et on a un texte qui nous raconte l'histoire suivante. Les Grecs débarquent là, et puis ils trouvent des Gaulois qui s'appellent les Ségobriges. Et puis, comble de joie, il y a le roi Ségobrige qui va marier sa fille. Et les deux commandants de la flotte grecque, de la flotte phocéenne, vont être invités au mariage. Et là, dans la cérémonie de mariage, la mariée, qui s'appelle Gyptis, doit
présenter une coupe à celui qu'elle va choisir comme mari au milieu des nobles gaulois qui sont là. Et puis, contre toute attente, eh bien, elle va aller offrir la coupe à un des 2 commandants de la flotte grecque. D'accord. Et bien évidemment, elle va se marier avec ce grec. Bon, alors est-ce qu'il faut réellement, peut-être que c'est vrai, je ne sais pas, mais est-ce qu'il ne faut pas réellement voir plutôt une espèce d'allégorie qui montre que quand les Grecs vont arriver, ils n'ont pas vraiment de volonté hégémonique, ils n'ont pas de volonté de vouloir conquérir l'espace qui est devant eux et qu'on va appeler la Gaule plus tard. Ils ont peut-être simplement envie de passer des contrats et des traités avec les autochtones, avec les indigènes qui sont là. Parce que qu'est-ce qui les intéresse? C'est le commerce de l'ambre et de l'étain qu'ils disent venir chercher. Alors pour l'étain, les Grecs disent qu'ils viennent le chercher dans les îles Cassitérides. Alors les îles Cassitérides, on ne sait pas trop ce que c'est. Certains disent c'est peut-être les îles Sorlingues ou les îles Scilly qui sont là au sud de la Cornouaille anglaise, mais les archéologues nous disent on ne trouve pas de gisement d'étain là-dedans. Alors, certains ont dit, c'est les Cornouailles anglaises et voire la Bretagne armoricaine. D'accord. Et donc, eux, ce qui les intéresse, les Grecs, ils ont la route, ils ont bien sûr la route de la mer, par le détroit de Gibraltar et par l'Atlantique, mais ce qui les intéresse aussi, ce sont les voies terrestres et les voies fluviales. Dans la conquête de la Toison d'Or, on voit Jason revenir de Colchide par la vallée du Rhône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vallée du Rhône, pour les Grecs, était vraiment une voie de richesse. C'est tout ce que ça veut dire. Alors, ils vont effectivement passer des traités, finalement négocier des droits de passage. Ils vont se servir de voies terrestres, sûrement, mais aussi de voies fluviales, comme la Seine, comme le Rhône, comme la Loire. Et c'est eux donc qui vont nous parler en premier de ceux qui habitent là, sur le territoire qui est celui approximatif de la France aujourd'hui. Et ils vont les appeler Keltoi. Mais ils vont aussi appeler ces Keltoi qui sont compris entre la Méditerranée puis les premiers contreforts du Massif central, ils vont les appeler aussi Galatoi. Les Galates de la Bible, les fameux Galates de la Bible, ce sont des Gaulois. Et puis après, on va avoir... Alors donc ça, c'est en 600 avant notre ère. Et puis après, on va avoir César, le fameux César, qui lui va décrire la Gaule. Il va dire la Gaule est divisée en 3, l'Aquitaine, la Gaule belgique, et entre les deux, la Gaule centrale, quoi. Alors lui, il dit, en parlant de ceux qui sont dans cette Gaule centrale, qui est comprise entre la limite que notaient les Grecs à peu près en 600 et puis la Seine et la Marne, il va dire ceux qui dans leur langue s'appellent Celtes et que nous, dans notre langue, appelons Gaulois. En fait, voilà. c'est les Romains qui vont nommer ces Celtes-là de la Gaule centrale. C'est les Romains qui vont les appeler Gaulois. Ouais. Et en fait, c'est pareil. César nous a certainement induit en erreur en appelant Gaule l'ensemble qu'il décrit par l'Aquitaine, cette fameuse Gaule chevelue, Gaule centrale, là, et la Gaule belgique. En fait, on connaît certainement pas le territoire, le nom de ce territoire qu'occupait finalement une confédération belge, une confédération gauloise, et peut-être des Aquitains qui étaient peut-être des Celtibères, je ne sais pas. D'accord, ok. Et donc, en fait, les Gaulois, ce serait plutôt ceux qui sont situés entre l'Aquitaine. Après, évidemment, on va avoir au IIe siècle avant notre ère, il va y avoir la fondation de la colonie romaine de Narbonne, qui va donner ensuite la province, la provincia, la Provence. Et donc les Gaulois, en fait, c'est ceux qui sont contenus, pour moi, c'est mon analyse, entre l'Aquitaine, la provincia, et puis la Gaule belgique. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, alors, pourquoi ils les appellent Gaulois? C'est parce que... je te disais que les Gaulois étaient allés jusqu'à Delphes, mais ils sont allés jusqu'à Rome aussi. Il y a le fameux sac de Rome je me souviens plus, 260... Non, c'est en 380. 380. En moins 380, okay. Effectivement, les Gaulois vont aller assiéger Rome. Et les Romains, à ce moment-là, Rome n'est qu'une cité-État, c'est pas l'Empire qu'on connaît. Oui.
Et les Romains vont trouver ces Gaulois tellement vaniteux, tellement vantards, qu'ils vont les comparer à des coqs et ils vont les appeler Galli. Les gallinacés. Voilà, ils vont les appeler Galli. Et en fait, c'est un sobriquet. Et donc, ces fameux Gaulois sont venus de l'Italie du Nord. Hein, donc, on va appeler cette partie-là d'Italie du Nord la Gaule cisalpine. Et puis, les Romains vont s'apercevoir qu'ils reçoivent des renforts d'autres Gaulois qui viennent d'au-delà des Alpes. Et ils vont se rendre compte qu'il y a une Gaule transalpine. Voilà. Donc, en fait, les Gaulois, ceux qu'on appelle Gaulois, enfin, pour ma part, sont des Celtes. D'accord. Hein. Okay. Les Belges sont des Celtes, les Gaulois sont des Celtes. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est ce que j'en ai compris. Voilà. D'accord, ok. Et à la tienne, encore. Chine. Santé. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a plusieurs trucs intéressants là que je repère, c'est que ça nous parle un peu de notre identité quand on vit en France ou dans nos pays là. Ouais. C'est vraiment les racines les plus profondes, presque qu'on puisse les plus profondes qu'on puisse trouver dans notre géographie. Dont on a des témoignages. Voilà, dont on a des Parce témoignages. que souvent les gens me disent, mais alors les populations néolithiques, quid des populations néolithiques? Ben oui, mais on a... Bien que le monde celtique, César nous le dit, les druides refusent de confier leur enseignement à l'écriture. Donc les druides et les celtes ne nous ont rien laissé d'écrit. Donc les seuls témoignages qu'on ait sont des témoignages indirects, ce sont les auteurs anciens, grecs ou latins, qui vont nous parler d'eux. Hein. Mais on a quand même de quoi occuper toute une vie à pouvoir essayer de décrypter et de lire tous les témoignages justement qui ont été faits sur ces Celtes. Et donc après, quand on aborde la période néolithique, il est clair que les gens du néolithique sont autant nos ancêtres que les Celtes. Oui. Mais le problème, c'est qu'on se heurte à un manque d'informations. Oui. Hein. Mais c'est sûr. Alors, moi, je sais bien aujourd'hui, on pourrait nous accuser de faire dans le roman national, c'est-à-dire que c'est pas bon. Moi, je peux en parler à l'aise parce que je suis pas un Français de souche. Mon père est italien, voilà. Donc moi, je suis né de l'immigration finalement, et je peux parler à mon aise des Français de souche. Tu veux dire que t'es romain en fait, t'es un druide romain. Oh non, je crois que je vais m'en aller là. non, mais c'est marrant qu'en toi il y a cette, il y a à la fois. Mais quand j'étais petit, je disais, alors. Quand j'étais môme, à l'école primaire, on nous faisait encore nos ancêtres les Gaulois. Bon, moi, j'en ai pas du tout souffert. Au contraire, c'est certainement ce qui a fait celui que je suis aujourd'hui, quoi. Mais bien évidemment que d'aller imposer nos ancêtres les Gaulois aux petits Africains, je trouve ça complètement aberrant. C'est clair. Mais moi, quand j'étais môme, je disais à tout le monde que j'étais gallo-romain. Parce que je racontais, j'espère que ma mère va jamais voir ce document, mais je disais toujours que ma mère, qui était une fière gauloise, parce qu'elle était née à Langeac en Auvergne, c'est une Arverne, elle avait été violée 6 fois consécutives par un Romain, qui était mon père, et ça avait donné toute la famille Capelli. Bon, non, je rassure tout le monde, elle était consentante. Et donc, ça a donné 6 beaux enfants. Mais voilà, je disais que j'étais gallo-romain. Et effectivement, mais c'est vrai que, curieusement, mon père nous a toujours tenus dans l'ignorance complète de nos origines italiennes. Il n'a jamais voulu, pour lui, la France l'avait accueilli, etc. Il avait une autre idée de la France. Et donc, il avait vraiment complètement laissé de côté tout ça. Et j'ai une seule sœur aujourd'hui, je crois, qui parle italien. Mais sinon, on a vraiment été tenu à l'écart de ça. D'accord. Et donc, quand j'ai fait ma généalogie, parce que ça a commencé comme ça, en fait. Moi, la généalogie, c'est quoi? C'est avoir envie de savoir d'où on vient. Les racines. Et voilà. Et tout d'un coup, moi, je me suis aperçu en faisant ma généalogie que, ce qui m'intéressait dans les documents que je trouvais, c'était les lieux sur lesquels
mes ancêtres étaient nés, avaient vécu. J'ai Ouais. même été voir souvent. Et je me suis aperçu que tout d'un coup, j'étais plus intéressé par une généalogie de terre, de racines, que par une généalogie de chair. De personnes. Et c'est par là que je suis entré dans la quête qui est la mienne aujourd'hui, et notamment par la toponymie. Souvent, je dis aux gens, nous, en druidisme, on n'a pas de Bible. Mhm. Mais si je devais avoir en tant que druide une Bible, ce serait les cartes IGN. Parce que les noms des lieux nous parlent de nous. D'accord. Et donc, c'est ça, souvent aux gens qui veulent entrer en druidisme, je me leur dis, et qui n'y connaissent absolument rien, parce que généralement c'est ce qui se passe, je leur dis, commencez par vous intéresser au nom des lieux, à la toponymie. Et là, c'est une façon de pouvoir récupérer une mémoire. Mais tu avais raison, on est en plein, effectivement, dans nos racines. D'accord. Et donc voilà, si on parle de tout ça, des Celtes, des Gaulois et des rapports qu'ils avaient aux Romains, même aux Grecs, comme tu dis, c'est parce que le druide, lui, est un peu... Alors, quelle définition tu donnerais au druide parce qu'il est le prêtre un peu des Celtes et des Gaulois. Oui, alors, moi j'ai bien aimé le titre, pas seulement le titre, mais le livre aussi de Jean-Louis Bruno, Les druides des philosophes chez les barbares. Exact. Alors c'est celui-là, oui, c'est Ouais. Les druides des philosophes chez les barbares. Et moi j'ai bien aimé ça. Parce que effectivement, qu'est-ce qui est barbare? Eh bien c'est tout ce qui n'est pas grec. Oui, pour les Grecs en fait. Pour les Grecs. Le barbare, c'est un étranger, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est une brute sanguinaire. Sans foi ni loi, ça ne veut pas dire ça. Ouais. Donc des philosophes chez les barbares. Et en fait, la première... effectivement, moi, la première image... moi, si j'ai voulu être druide aujourd'hui, c'est parce que j'ai voulu essayer de comprendre le monde en accord, en osmose avec la terre qui m'a vu naître. Mhm. Et en fait, pour moi, le druide aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va essayer de comprendre le monde, de comprendre les hommes, de comprendre toutes les strates du vivant et d'essayer de voir ce que tout ça a à faire ensemble. D'accord. Et ça, ce boulot de réflexion, c'est vraiment pour moi un travail de philosophe, quoi. Donc en premier lieu, aujourd'hui, moi, en premier lieu, si je devais me définir en tant que druide, je dirais j'essaye d'être un philosophe. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre ce qui se passe autour de moi, d'essayer de comprendre ce que j'ai à faire là. Mhm. Et puis après, en ayant ébauché une vision, essayer de la partager avec les autres, de la partager avec toi aujourd'hui et avec plein d'autres. Et parce que tout ce travail-là que j'ai entrepris depuis plus de 30 ans m'a rendu profondément heureux. Et je me dis, un bonheur, ça se garde pas, ça se partage. Et surtout, j'en ai marre, effectivement, on parlait de Racine tout à l'heure, moi j'en ai marre d'entendre les gens dire ici, on n'a rien. Et d'être en extase devant les autres traditions. Mais oui. Hein, moi je respecte parfaitement les autres traditions, mais je dis, on a tout ce qu'il faut, on a les outils ici, pourquoi aller chercher très loin ce qui est là sous nos pieds, entre nos mains, pour notre propre réalisation. Mhm. Mhm. Donc, quand j'entends, si tu veux, on a eu un président de la République qui s'appelait Nicolas, c'est ça, Ouais. Sarkozy. Et il est très bien, il a été élu, mais qui nous dit les racines, qui nous parle des racines chrétiennes de l'Europe, Mhm. ça m'est insupportable. Parce que c'est indéniable, l'Europe a subi des influences chrétiennes, des bonnes comme des mauvaises. On ne peut pas dire que les influences chrétiennes aient été toutes mauvaises, mais il n'y a pas de racines chrétiennes de l'Europe, il n'y a que des influences chrétiennes sur l'Europe, et les véritables racines spirituelles de l'Europe, ce sont celles qui nous viennent du monde celtique, qu'on connaît quand même pas trop mal, et évidemment celles qui nous viennent d'avant, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Celles qui nous viennent d'avant, on n'a pas d'enseignement. Et donc les véritables... la seule spiritualité qui ait jamais engendré notre Occident, et le mot Occident, c'est pareil, c'est pas un gros mot, donc qui appartiendrait à certaines pensées plus ou moins extrêmes. Moi, je suis désolé, je suis pas extrémiste du tout. Les vraies racines spirituelles de l'Occident, on les doit effectivement au paganisme et pour nous au druidisme. Et c'est ce que je dis souvent, nous,
les Occidentaux, enfin, tu vas dire peut-être que je parle trop facilement des autres, mais pour moi, Ça dépend ce que tu dis. encore une fois, Oui. c'est Oui, ma oui, vision. bien sûr. Oui, oui, oui. Je pense que nous, les Occidentaux, nous sommes des amnésiques sur le plan spirituel. Et on ne redonne pas la mémoire à un amnésique en lui redonnant la mémoire d'un autre. Alors moi, je veux récupérer une mémoire qui soit la mienne, quitte à ce qu'elle soit partielle. Et pour moi, aujourd'hui, le druidisme, c'est un grand chantier de reconstruction de mémoire occidentale. Et c'est à ça que je travaille. Hein. C'est ma passion, j'y passe le plus clair de mon temps. Et quand je pense avoir redécouvert certaines bribes de notre mémoire, ben, j'hésite pas à les partager, soit en écrivant ou en discutant comme ça par divers médias. D'accord. Et voilà, c'est moi les dispositions dans lesquelles je suis aujourd'hui, c'est ça. Le druidisme pour moi est un chantier de reconstruction de mémoire spirituelle. D'accord. Alors, à travers ce que tu racontes, tu dis qu'on est amnésique, mais on dirait presque qu'on est des héritiers amnésiques, c'est-à-dire qu'on sait des choses sur les druides. Qu'est-ce qu'on sait sur les druides? Oui, je voudrais revenir quand même à ce que c'est un druide dans l'Antiquité. Voilà, c'est ça, c'est ce que je demande. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a eu, on parlait tout à l'heure de Leroux et Guyon-Var, qui ont fait un travail absolument splendide sur la civilisation celtique. Bon, c'est vrai qu'on travaillait sur la mythologie irlandaise essentiellement. Et alors tu vas me dire, bon, on n'est pas des Irlandais, alors comment est-ce que le travail de Leroux et Guyon-Var peut nous intéresser? Alors il y a une mythologie irlandaise, il y a une mythologie galloise. Bon, ceci dit, effectivement, ces textes-là sont de notre période médiévale, donc plus de 10 siècles après la disparition du monde celte. Et bon, alors donc il faut lire ces mythologies avec discernement, mais même si ces textes de la mythologie ont été écrits par des clercs, des moines, en fait, bon, il y a quand même des choses là-dedans qui nous intéressent considérablement. Mais on n'a pas de mythologie gauloise. D'accord. On n'a aucun texte de mythologie gauloise, donc de notre continent. Donc les seules choses qu'on ait effectivement pour s'appuyer sur une réflexion, ça va être cette mythologie galloise et irlandaise. Mais je parlais de toponymie tout à l'heure, et je voudrais simplement te donner 2 exemples qui pourraient nous montrer qu'on est autorisé à s'appuyer sur les textes de la mythologie irlandaise, les textes insulaires finalement, pour pouvoir réfléchir à notre propre identité. Par exemple, je vais prendre vraiment de gros exemples, à la limite grossiers, tellement ils sont évidents. La ville de Lyon. Oui. Bon, la ville de Lyon, son nom gaulois, on le connaît, c'est Lug du Nom. Du Nom, ça veut dire la colline, la forteresse. Et Lug, eh bien, c'est le nom du grand dieu irlandais, Lug. Hein. Lug du Nom, la colline ou la forteresse de Lug. Tu vas au sud de Bordeaux, tu vas trouver un endroit qui s'appelle Vieux Lugos. Donc ce dieu Lug irlandais, on va le retrouver, et on le retrouve dans l'épigraphie gauloise quand même, on va le retrouver sous le nom de Lugus et de Lugos. D'accord. Si tu vas à Bourges, 7 km au sud de Bourges, au milieu des champs, c'est désert, il y a un lieu-dit là qui s'appelle Beltin, Beltin. Eh bien, c'est la fête du 1er mai, la fête de Belten. Le nom de Belten, c'est encore le nom du mois de mai en irlandais aujourd'hui. Donc, ce que je veux juste, je pourrais prendre plein d'autres exemples, mais ce que je veux te montrer finalement, c'est que on avait sûrement, avec les habitants des îles, de l'autre côté de la Manche, on a sûrement une parenté certaine. Donc, et d'ailleurs, c'est Guyon-Var, je ne sais plus dans lequel de ses livres, qui dit c'est par l'Irlande qu'on peut comprendre la Gaule. Hein. Donc on va puiser là-dedans. Et donc, à ce que nous montre la mythologie, et parfois ce que nous montre la mythologie est corroboré par certains auteurs anciens grecs ou latins dont je t'ai parlé tout à l'heure, le druide dans la société celtique antique, donc celle qui correspond à l'âge de fer, eh bien le druide est la clé de voûte d'un système politique finalement. Il y a un texte irlandais qui dit c'était un interdit du roi
que de parler avant son druide. Ah oui. Donc on voit là un pouvoir temporel qui est assujetti à un pouvoir spirituel. Et il y a un rhéteur grec qui s'appelle Dion Chrysostome, qui est du 1er siècle de notre ère, qui lui va corroborer ça en disant eh bien les Celtes ont des mages, des druides, et sans eux, il n'est permis au roi ni d'agir ni de décider. Hein. D'accord. Donc on parlait tout à l'heure en... Oh, le vent. On parlait tout à l'heure... Arrête-nous ça. Tout à l'heure, je te disais, avant qu'on commence à discuter, tu m'as mis sous le nez un livre de notre bon Jean Marcal, Druides et chamans. Comme j'ai bien aimé, je suis obligé de le montrer. Ouais, non, mais moi j'aime bien Jean Marcal aussi. Mais moi je pense qu'on fait une erreur en comparant les druides aux chamans. Ouais. Je pense aussi qu'on fait une erreur en pensant que les chamans ont précédé les druides. Moi, je veux dire, ça peut être une hypothèse, mais il n'y a rien qui est sûr. Et en tout cas, d'abord le chaman c'est lié à une zone géographique, la Sibérie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Et en tout cas, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais le chaman n'a jamais eu cette position de clé de voûte d'un système politique dans le monde celte. Hein. Alors après, évidemment, le druide, comme nous le dit Guyon Var, Ouais. le druide, on peut l'expliquer, le nom du druide, on peut l'expliquer par le sanskrit. Parce que les Celtes font partie d'une civilisation indo-européenne. Alors quand on a effectivement, quand il nous manque des éléments de clarification dans notre propre tradition, eh bien, il est toujours utile d'aller voir dans la tradition, dans une autre déclinaison de la tradition indo-européenne, la tradition brahmanique, Oui. par exemple, la tradition védique. Il est nécessaire, il est utile d'aller voir dans cette tradition ce que nous disent justement les brahmanes. Et donc la langue, effectivement, qui est associée à la tradition védique, ben, c'est le sanskrit. Et donc, selon Guyon Var, le nom de druide, on pourrait l'expliquer par deux racines sanskrites. Ah, tu vois, tu as les cheveux drus. Hein, voilà, tu as les cheveux drus tous les matins. Tu te dis, oh, j'ai les cheveux drus ce matin, donc tu parles sanskrit. Ça fait pas de moi un druide. Mais non, mais tu parles sanskrit. Okay. Et alors, dru, qui voudrait dire touffu, intense, et vide, W-I-D, qui veut dire connaissance. Donc en fait, les druides, ce seraient des druides, donc des hommes à la connaissance, au savoir, des très savants, comme dit Guyon Var. Donc ce sont des scientifiques finalement. D'accord, aucun rapport avec le rapprochement qu'on a pu faire avec le chêne. Ah oui, tu fais référence ça au témoignage de Pline. Ouais. Pline dit très justement que les druides n'ont rien de plus sacré que le gui et l'arbre sur lequel il pousse, cet arbre étant un chêne. Même Pline dit que déjà, à l'époque de son témoignage, il est très rare de trouver du gui sur du chêne. Oui. Et c'est vrai, et même encore aujourd'hui, moi je vois j'ai passé à la soixantaine, là, dans ma vie j'ai vu seulement 2 fois du gui sur du chêne. Bon. Et alors il dit voilà, donc, et c'est sûrement cette grande estime qu'ont les druides pour le chêne qui leur a donné leur nom, puisque le nom des druides leur vient sûrement du nom du chêne, qui en grec donc est Drus. Drus, c'est ça. Drus, druide, etc. Donc bon, voilà. Bien sûr qu'on... Tu dis pourquoi pas, tu dis quoi sur ça? Ben, c'est une vision, ça peut être une vision poétique, mais on sait très bien aujourd'hui que Pline se trompait. Et que réellement, visiblement, l'étymologie que donne l'Euro Guyon Var serait la bonne. Ouais. Mais j'ai envie de dire aussi, on n'est pas obligé non plus de... Le nom du druide en irlandais, c'est Philide. Et ça se traduit strictement par poète. D'accord. Donc, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir une vision poétique de la tradition. D'accord, hein. Donc, on peut pas, on a le droit de dire, effectivement, la véritable signification du mot druide nous vient de ces fameuses racines sanskrites, et puis on a le droit de conserver cette relation poétique
que va avoir le druide avec le chêne. Parce que tout à l'heure, je te disais que donc le nom du druide venait aussi de la racine vid, W-I-D, racine sanscrite qui dit connaissance, savoir. Il faut savoir que le nom du bois, en gaulois, l'un des noms du bois, c'est vidu. V-I-D-U. Ah oui, oui. Et que ça vient... Le bois, la matière ou le bois, le bosquet? Le bois, la matière, le bosquet, l'arbre. Ok. Et donc, il y a une parenté entre la connaissance et le savoir qui est révélé par le sanskrit vide et le nom du bois. C'est-à-dire que dans toutes les langues celtiques, il y a une homonymie complète entre le nom du bois et le nom de la connaissance. D'accord. Donc, comme le druide est un très savant, un très connaissant, un homme de science, eh bien, il est inévitablement lié au bois. D'accord. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de druide sans forêt. C'est pas possible. Donc, il faut faire très attention quand on fait, quand on fait des déductions, il faut être nuancé. Ouais. Bien sûr que la vision de Pline n'était pas la bonne, mais quand même, c'était intéressant pour lui, enfin pour nous, qu'ils disent que le nom des druides venait du nom du chêne, parce que ça nous montre effectivement la très grande importance que le bois a pour un druide, pour un celte. C'est ça, ok. Hein, Ouais. voilà. Tu voulais ajouter? Non. C'est qu'il y en a une qui va se marier contre. Félicitations. Non, parce qu'on dit marier avec, normalement, mais en Bretagne, on dit marier contre. Voilà, c'est ça. Ça part mal alors? Ah bah oui, bah ça, c'est leur affaire. Oui, ils ont l'air bien. Ouais. Pour l'instant. Ouais. Oui, il y a un mariage à côté, d'où tous les klaxons, évidemment. C'est peut-être des Grecs qui vont se marier avec des Gaulois. C'est ça, c'est peut-être le mariage dont tu parlais là. Ah, c'est le fils d'un conseiller municipal. Alors attention, je suis honnêtement connu ici, il ne faut pas que je dise de bêtises. Pas d'espion là-dedans. Non, c'est pas grave. Bon. Ah, non. Non, pas du tout. C'est pas grave. C'est Valérie. Ça fait partie du jeu. C'est Valérie qui nous parle. C'est un très bon bar, c'est le Bressilien à Pimpon, et on est très bien, et Valérie est vraiment une bonne hôtesse. Ah bon. Si. Elle est modeste en tout cas. Elle est modeste. Ça vous apprend ça déjà. D'accord, et donc... Alors, les druides, c'était une tradition orale, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de textes. Ou on n'a pas de texte. On n'a pas... Alors, alors c'est César, effectivement, qui nous dit les druides refusent de confier leur enseignement à l'écriture. Mais alors, il refusait de confier l'enseignement de leur doctrine à l'écriture. Et César nous dit, il y a certainement deux raisons à ça. C'est que le fait d'écrire fait négliger la mémoire. Oui. Et puis il dit, évidemment, cette doctrine, il ne voulait pas qu'elle tombe dans le peuple. D'accord. Bon, alors, et ça a fait dire à beaucoup, je crois que maintenant on est revenu de cette idée-là, que le monde celtique et les druides ignoraient l'écriture. Alors, c'était avoir mal lu César, parce que César dit, par contre, pour tout ce qui est affaires publiques, affaires privées, ils utilisent le grec, l'alphabet grec. Hein. Et on a retrouvé, alors il y a un bouquin que je recommande, je crois que c'est Jean-Paul Savignac, et le titre c'est Merde à César. C'est dit. Et donc ce monsieur fait le panorama de toutes les inscriptions qui existent, des inscriptions gauloises qui existent. Mais alors, évidemment, ces inscriptions gauloises, souvent, utilisent des caractères grecs, voire latins. D'accord. Donc, c'est très clair. L'écriture, il la connaissait, mais pour tout ce qui était du domaine, on va dire, je sais pas moi, théologique, doctrinal, spirituel, on fonctionnait sur la mémoire. Et les auteurs anciens nous disent, justement... les élèves des druides restent, alors César le dit, 20 ans à leur école, et donc ils apprennent auprès d'eux des milliers de vers. Des milliers. Hein. Ça prend 20 ans à peu près pour devenir druide. Voilà, c'est ce que dit César, mais maintenant, justement, on peut peut-être faire une comparaison avec nos cursus universitaires d'aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, quand on fait un cursus universitaire, à partir du primaire, par exemple,
Si on compte à la sortie du primaire, ça donne à peu près 20 ans. D'accord, ouais. Donc finalement, ce qu'on peut se dire, que c'était peut-être pas... On est épaté aujourd'hui de dire les élèves des druides restaient 20 ans à leur école. Alors ce qui est marrant, c'est dans Guyon-Var qu'on trouve ça. Guyon-Var, je crois que c'est dans les druides de Guyon-Var. Il dit finalement dans les textes mythologiques qu'on peut donner le pourcentage de réussite. Et c'est 8%. Ah oui, ok. Ouais. Alors à travers des textes mythologiques, mais c'est très marrant parce qu'on voit effectivement, j'ai plus en tête le texte en question, mais où on dit tel druide avait tant d'élèves, etc. Et si on fait le calcul des nombres qui sont donnés, ça fait un taux de réussite de 8%. Bon, je ne sais pas si c'est réaliste, c'est de la mythologie, mais je trouve ça assez marrant. Ouais. Mais enfin, c'est sévère. Oui, très sévère, oui, mais en même temps pour être druide quand même, alors effectivement. Pour en revenir à ce que pouvait être le druide dans l'Antiquité, j'ai signalé l'histoire de ce rôle de clé de voûte d'un système politique. On pourrait peut-être dire d'un système politico-religieux. En fait, le druide dans l'Antiquité, c'est celui qui possède l'ensemble de la connaissance d'un temps. Donc, c'est vraiment le scientifique par excellence. Et on va pouvoir avoir un druide historien, on pourra avoir un druide enseignant, astrologue. Oui, on a des textes de la mythologie celtique où effectivement on n'a pas la méthode, évidemment, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, parler d'astrologie celtique, quand on parle d'astrologie celtique, il faut admettre que c'est une reconstruction d'aujourd'hui. Il y a un texte comme ça de la mythologie irlandaise qui dit bien un druide, il y a un enfant qui naît ou qui va naître et le druide sort et regarde le ciel pour pouvoir dire quelle sera sa vie, quoi. Donc il est clair que la mythologie irlandaise nous ramène la preuve qu'il y a une attention à ce qui se passe dans les étoiles, pour le devenir ensuite d'un enfant. Donc il y a certainement eu effectivement une forme d'astrologie, bien sûr. Donc ce druide, il pourra être ambassadeur aussi, architecte, médecin. Donc c'est réellement le druide antique couvre l'ensemble de la connaissance d'un temps. Alors maintenant, aujourd'hui, quand on est druide, savoir si on peut avoir... Moi personnellement, aujourd'hui, je ne suis pas chirurgien. Moi, je ne suis pas médecin. Historien un tout petit peu, mais parce que on va dire que je suis un amateur peut-être un petit peu éclairé, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis ma jeunesse. Mais on ne peut pas être druide aujourd'hui en 2015 comme on l'était il y a 25 siècles. C'est impossible. Donc même la position que va avoir quelqu'un qui, comme moi aujourd'hui, a l'outrecuidance de se prétendre druide, cette position, elle ne peut pas être la même. Moi, j'ai pas envie d'être la clé de voûte d'un système politique quelconque. Et tu ne te sens pas de dire ce qu'il doit faire au président? Non, comme le druide disait au roi. Non, parce que là, effectivement, je n'ai pas la prétention d'avoir la connaissance, d'avoir une connaissance panoramique. Eh oui, c'est pour ça c'est ça qui est intéressant chez Uderzo et Cossini. Pourquoi ils l'ont appelé Panoramix? C'est réellement parce qu'ils avaient compris que le druide, en son temps, avait une connaissance, un panorama complet à 360 degrés sur la connaissance d'un temps. C'est pense et tout. Voilà, c'est ça. Et moi, je veux... Aujourd'hui, non. Moi, il y a des tas de choses, même quand je vois la politique, l'économie, etc., il y a plein de choses qui me dépassent. Donc, alors... Je dis souvent qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est la civilisation celtique antique et le druidisme antique si on ne s'arrête pas sur la notion de royauté dans le monde celtique. Et donc, très souvent, il y a des gens qui me regardent... J'ai une passion pour la royauté, réellement. J'ai une passion culturelle pour la royauté. J'ai une passion pour Louis XIV, par exemple, le fameux roi Soleil. Si tu n'as pas visité le palais de Versailles et les jardins du palais de Versailles, il faut aller faire ça. Parce que, alors malheureusement, si je sais, j'allais te dire malheureusement, mon ami Henri Blancard n'est plus de ce monde, et Henri Blancard était un passionné de Louis XIV,
et il faisait visiter les jardins de Versailles. Moi, j'ai visité ça avec lui alors qu'il avait 86 ans, quelque chose comme ça. Et on a passé toute une journée dans le jardin de Versailles et nous a enseigné la symbolique qui était inscrite dans les jardins. C'est assez fabuleux. Alors maintenant, je crois savoir que sa fille, Claudine, continue à faire les visites du jardin de Versailles. Je crois bien, hein, il en était question. Et si jamais tu as l'occasion de faire ça avec Claudine, il faut y aller. D'accord. Et bon, moi j'ai une passion pour la royauté, alors, mais ça ne veut pas dire que je suis royaliste. Hein. J'ai souvent, en forme de boutade, j'ai dit souvent, j'ai été royaliste. C'était une erreur, je le confesse. J'ai été royaliste tendance Ségolène. Alors bon, mais c'est le seul moment où j'ai été royaliste. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on examine ce que l'on sait de la société celtique antique, avec ce fameux couple druide-roi finalement qui est la clé de voûte de l'équilibre de cette société celtique antique, ce schéma qui nous est donné, qui est supposé idéal, parce qu'il devait bien y avoir des abrutis aussi parmi les rois et parmi les abrutis, parmi les druides antiques. Oui. Il y a beaucoup d'abrutis aujourd'hui aussi parmi les druides, mais peut-être qu'on dit toujours, bah, vous en êtes un autre. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de druides d'aujourd'hui qui pensent que je suis un abruti. Mais tu le penses pas. Non, je crois pas que je le suis. Enfin, bon, j'essaye. Bon, et voilà, je m'accepte. Et comme on dirait, j'ai fait un grand travail sur moi. Tu parles. Le travail, c'est une horreur. Le travail, étymologiquement, c'est un outil de torture. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce que nous présente la mythologie, ce qu'on va retrouver après dans les romans de la table ronde, parce qu'en fait, on est ici à Paimpont, chez Valérie, au Brésilien. Quand même, Valérie, je te fais de la publicité. Et on est en plein cœur de la soi-disant forêt de Brocéliande. Et en fait, les mythes arthuriens, la matière de Bretagne, pour moi, c'est une christianisation de mythes et d'archétypes beaucoup plus anciens, qui sont des mythes et des archétypes celtes. Oui, donc, cette histoire de royauté dont je te parle là, dans le monde celtique antique... Merlin Arthur et tout voilà, c'est ça. Bah, le fameux couple roi-druide dans le monde celtique antique, on va le retrouver effectivement avec Merlin Arthur. Donc, cette société celtique, avec son druide et son roi à sa tête, c'est une structure supposée idéale, mais supposée idéale. Donc, moi, j'ai pas du tout envie aujourd'hui qu'on réinstaure une société de ce type-là dans mon pays. Je ne cherche pas après ça, je ne cours pas après ça. Mais je pense que ce modèle supposé idéal de la société celtique, on peut le réinstaurer en soi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va passer... pour moi, c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, le druidisme, comme dans toute bonne république, puisque moi je suis fidèle aux principes républicains qui sont normalement ceux de notre pays, je pense que tout ce qui est religieux, spirituel, ça doit être dans le sein privé, on doit emmerder personne avec ça. Et donc ce modèle supposé idéal, on doit le réinstaurer en soi. Et je pense réellement qu'on a suffisamment de renseignements sur ce qu'était le druidisme antique et le monde celtique antique pour pouvoir réellement nous construire spirituellement en trouvant une forme de mémoire qui nous appartient. Et donc c'est tout ce que je fais aujourd'hui, moi. C'est ce à quoi je consacre ma vie aujourd'hui. Alors je suis pas là pour étaler mes thèses. Ça ressemble à ce que j'appelle du panarchisme. C'est pas de l'anarchisme, c'est du pan. C'est pas un truc avec les panards, hein, les pieds, mais c'est chacun a le pouvoir, enfin et son propre roi. Est-ce que c'est ça? Tu parles de royauté en soi? Oui, mais je suis tout à fait d'accord. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. En fait, on a parlé du couple druide-roi, mais la société celtique antique, comme c'est une société indo-européenne, elle va être structurée en 3 classes. La classe des artisans producteurs, la classe des guerriers et la classe des prêtres. Et en fait, ce qui est intéressant, et on va retrouver effectivement ce fameux couple druide-roi. Ce qui fait que finalement, quand on regarde bien, 3 classes, 2 personnages principaux, le druide et le roi, on est sur un mode quinaire, sur le mode du nombre 5. Le nombre 3 et le nombre 5, ce sont les 2 premiers nombres que tu rencontres quand tu commences à étudier la civilisation celtique antique. De l'impair. Et donc, le nombre nuptial par excellence, disaient les pythagoriciens,
qu'on a souvent assimilés aux druides ou les druides qu'on a assimilés aux pythagoriciens. Ou le Triskel, par exemple. Alors le triskel, oui bien sûr, le triskel pour le nombre 3, bien sûr. Et donc, en fait, ces 3 strates, on doit reconstruire en soi. Ah, on va loin là, parce que c'est... T'as encore le temps ou pas? Total, on a Parce on a qu'il beaucoup y a, de temps. y a un... Dans toutes les sociétés traditionnelles, en fait, que cherchent à faire les hommes? Ils cherchent à faire que leur société humaine soit le plus parfait reflet de la société des dieux. Et donc, sous-entendu, la société humaine doit être le plus parfait reflet du ciel, quoi. D'accord. Et effectivement, la société celtique, 3 classes, 2 personnages qui forment la clé de voûte, donc on retrouve le nombre 5. Dans le panthéon celtique irlandais, on va retrouver 5 dieux principaux. Donc, le monde des humains est le plus parfait reflet du monde des dieux. Le monde des humains, c'est 5. Le monde des dieux, c'est 5. D'accord. Et donc, mais ça, c'est dans le cas d'une société traditionnelle. Mais aujourd'hui, donc, notre société n'est plus une société celtique traditionnelle. Donc, ce modèle-là, comme je te le disais tout à l'heure, moi, je ne veux pas le réinstaurer à l'extérieur, mais à l'intérieur. D'accord. Ce qui fait que je vais devoir réinstaurer en moi les qualités de la 3e classe, de la 3e fonction, la classe des artisans producteurs, des constructeurs finalement. Et donc, je vais devoir construire en moi mon temple intérieur. D'accord. Donc c'est une métaphore. La société Oui, celtique est une métaphore. complètement. Et ensuite, ce temple, une fois qu'il sera construit convenablement, il va falloir que je le garde de toute attaque. Donc, je vais devoir réinstaurer en moi toutes les qualités du monde guerrier. Alors évidemment que je ne vais pas te sauter à la gorge tout de suite, parce que ça ferait quand même... Non, on coupera avant. J'ai pas du tout envie. J'ai envie d'être fort. Mais je ne vais pas être fort pour t'imposer ce que je pense. Ouais. Je veux être fort pour moi-même, avoir une certaine force morale, par exemple, avoir un certain courage devant les épreuves. Donc, parce que les qualités du monde guerrier, c'est pas seulement sanguin et cruel. C'est aussi des qualités de loyauté, de force. Une fois que ça se sera fait, une fois que mon temple intérieur sera bien reconstruit et que je le garderai bien, je veux tout d'un coup être le prêtre de ce temple-là. D'accord. Donc je vais devoir réinvestir en moi toutes les qualités de la classe sacerdotale. Donc je serai à la fois le constructeur, je serai à la fois le gardien et à la fois le prêtre de mon propre temple intérieur. Donc c'est comme ça. C'était ça que je voulais te dire en disant je vais réinstaurer le modèle supposé idéal de la société celtique en moi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et ça, on a assez, à mon avis, à mon sens, on a assez de renseignements, on a assez de documents sur ce qu'était cette société celtique antique pour pouvoir faire ce travail-là aujourd'hui. D'accord. C'est une vision, alors, je dis mon avis, qui est très belle et originale, je trouve. Et alors, je pousse la réflexion un peu à bout. Qui dit société celtique dit aussi, il y a les dieux. Et donc, ils sont où les dieux? Ils sont aussi en toi? Alors, bien sûr, et je suis en eux. Oui. Mais là aussi, je crois très sincèrement qu'on a un gros travail de dépoussiérage à faire au niveau du monde des dieux celtes. D'accord. On va, si on en croit les connaissances qu'on peut avoir du monde celtique, du monde des dieux celtes, on pourrait penser que les Celtes étaient polythéistes. Oui. Il y a des druides d'aujourd'hui qui se disent polythéistes. Mais ils font ce qu'ils veulent. Un peu comme les hindous. Mais en fait, c'est... Alors, à savoir si le monde des hindous est vraiment polythéiste. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je pense que on peut avoir une vision... ça m'embête de parler comme ça, parce qu'on va penser vraiment que je suis un affreux, mais on peut avoir une vision populaire, c'est-à-dire le peuple peut se contenter d'une
vision polythéiste. Mhm, mhm. Hein. Mais moi, je crois réellement que les élites, c'est un terme aussi, ça, élite, c'est un terme abominable, abomifreux, on ne veut plus parler de ça. D'accord, oui, Hein. oui, oui. Je pense que donc les prêtres peuvent avoir une autre vision. Moi, je pense très sincèrement que le monde druidique antique est mouniste. Et un mounisme panthéiste. Alors, le mounisme, on peut très bien avoir un mounisme matérialiste. C'est-à-dire le mounisme, c'est quoi? Ça veut dire l'univers entier est formé d'une même substance. Mhm, mhm. Mais on peut très bien ne pas avoir, on peut évacuer très bien la notion de Dieu. Mhm. Hein, mais il y a un monisme spirituel aussi, qui va dire, bah oui, mais ce grand tout, ce grand tout qui est fait d'une seule et même substance, il est divin. D'accord. Et alors moi souvent j'ai des gens qui me disent, ah oui, mais vous prononcez des fois le mot Dieu. Non, moi on veut plus entendre parler de Dieu, on veut plus entendre parler de prêtre. Alors évidemment, je pense que les religions du livre ont beaucoup abusé et ont fait une OPA sur le vocabulaire. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui veulent... Bon, pour les gens, le mot Dieu, c'est un mot catholique. Bon, Mhm, par exemple. Ben non, le mot Dieu, encore une fois, vient d'un mot sanskrit, dios, qui veut dire lumière. Et toutes les religions, toutes les spiritualités sont d'accord là-dessus. Donc on pourrait très bien se dire, Zeus, bien sûr, Dieu, Jupiter et le ce mot qui Dieu. brille le Voilà, jour. voilà. Et donc, ce grand tout, eh bien, il est lumineux, forcément. Et donc, moi, je pense qu'il y a dans la conception des druides l'idée que l'univers est un être qui respire, qui est, qui n'a pas de désir égotique de création, et que ce grand être se manifeste à travers les phénomènes naturels, par exemple. C'est-à-dire que le soleil va être une manifestation de ce grand tout. Et on va l'appeler Bélénos à ce moment-là. On va écouter le brame du cerf bientôt. Eh bien, le brame du cerf, c'est quoi? Ben, c'est ce grand tout qui se manifeste, et à ce moment-là, je vais l'appeler Voségus. D'accord. Quand là, tu vois, par exemple, ça va te paraître peut-être infantile, mais avant de venir, et à chaque fois que je fais une conférence, tout simplement, hein, dans la voiture, je ne fais pas de grandes invocations, je dis simplement, Ogmios, si tu m'écoutes, donne-moi l'éloquence suffisante. Ogmios. Alors Ogmios, c'est l'inventeur justement d'une écriture qui s'appelle les Ogham. C'est un dieu guerrier, et en même temps, c'est le dieu de l'éloquence, celui qui a inventé l'écriture. Ça marche bien. Donc, moi, si tu veux, c'est quand je dis Ogmios, inspire-moi, je ne m'adresse pas à un dieu parmi tant d'autres, non, je m'adresse à une facette d'une seule et même entité. Et moi, je crois que c'est plutôt ça. C'était le Squazec qui disait quand je vois deux amoureux qui s'embrassent, c'est Brigitte qui se manifeste. Et Brigitte, c'est une déesse celte donc, qui préside aux accouchements. Elle est la patronne des poètes, elle est la patronne des forgerons aussi. C'est une grande déesse. C'est une grande déesse. C'est une grande déesse. De toute façon, je pense aussi que dans le monde celtique, même si on a beaucoup de dieux masculins qui ont leur parèdre après, hein, des déités féminines, je pense que ce grand être dont je parlais tout à l'heure, il le voit plutôt comme une déité féminine. Ce qui n'est pas plus malin. Ouais. Ce qui n'est pas plus malin parce que... Oh là là, j'ai bougé le micro. Tu parlais des hindous tout à l'heure. Ouais. La tradition des brahmanes possède un grand dieu créateur, Brahma. Mais il existe aussi dans cette tradition une histoire d'œuf cosmique qui s'appelle Brahmanda. En fait, c'est Brahma Anda. Anda, ça veut dire l'œuf. En fait, c'est l'œuf de Brahma. Et Brahma, le dieu créateur, peut prendre la forme de cet œuf. Parce que souvent, on se dit, oui, mais si Dieu a créé le monde, qui a créé Dieu? C'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Et ben, voilà. Et ben, la tradition védique, elle a résolu le problème, parce que Brahma est l'œuf.
Ouais, il s'est Hein? auto Voilà, donc et on a exactement la même chose dans la tradition celtique avec l'histoire de l'œuf de serpent. Pline nous dit que les druides ont en grande estime ce qu'il appelle un œuf de serpent. Et en fait, on s'est aperçu que cet œuf de serpent, c'était tout simplement un oursin fossile. D'accord. Et l'oursin fossile, qui est entièrement conditionné par le nombre 5, quand on voit le fossile, c'est le squelette de l'oursin qu'on voit. Et on voit une étoile à 5 branches. Et de son vivant, l'oursin, il est entièrement conditionné par le nombre 5. Il a 5 poches glandulaires reproductrices, il a une bouche et un anus qui s'ouvrent, qui se forment en forme de pentagone, il a 5 nerfs, il a 5 dents, etc., etc. Et visiblement, ce que nous dit par exemple Guyon Var, c'est que cet oursin fossile était le correspondant de l'image de l'œuf cosmique dans la tradition brahmanique. D'accord. Donc visiblement, chez les druides, il y avait la même idée que chez les brahmanes, qui consiste à dire, eh bien, l'univers entier est né de l'éclosion d'un œuf. Et comme Brahma et l'œuf en même temps, ouais. donc c'est finalement, dans la tradition védique, on nous dit Brahma respire. Ouais, Hein, ouais. il respire. Donc, en fait, ce grand être, ce grand univers est un être qui respire. Et à mon avis, il y a cette même histoire-là dans la tradition druidique. Ouais. Donc, bien sûr, on fait partie de ce grand être. Hein, et donc, les multiples dieux, on a repéré à peu près sur l'ère gauloise, entre guillemets, qui correspond un petit peu plus à une ère un peu plus grande que celle de la France, on a repéré 800 théonymes, 800 noms de dieux. D'accord. Alors parfois, tu as un dieu qui va avoir 90 appellations. Mais sur l'ère celtique dont on parlait tout à l'heure, on en a retrouvé 2600. Plus de 2200. D'accord. Mais à chaque fois, moi je reste persuadé que tous ces noms de dieux sont des multiples facettes d'une seule entité. Mais même nous, tu m'aurais vu ce matin au réveil, j'ai mangé des spaghettis hier soir. Alors ça intéresse personne. Mais si, justement. Parce que c'est peut-être la seule chose que mon père m'ait transmis de la tradition italienne. Bah oui. Et alors, j'ai mis une motte de beurre sur mes spaghettis et j'ai mis une motte. Alors, j'avais pas de parmesan, mais j'ai mis du fromage râpé. T'as pas coupé quand même, hein. Non, sûrement pas. Et ce matin, je me suis empiffré de spaghettis hier soir, je le confesse. Et ce matin, j'avais un énorme mal de foie. Ce qui fait que j'étais pas du tout charmant comme je le suis là, quoi. Ah ouais, d'accord. Et ce que je veux dire, c'est que nous sommes nous-mêmes. On dit parfois qu'on est lunatique. Hein, c'est-à-dire que bon, on va pouvoir être d'humeur très changeante, très cyclotimique. Des phases. Ben voilà. Donc nous, les chrétiens disent Dieu a fait l'homme à son image. Mais non, c'est l'inverse. C'est l'homme qui a fait Dieu à son image. Donc en fait, nous, comme nous sommes une partie de ce grand tout, ben je pense que nous aussi, nous présentons de multiples visages. Hein. On peut être agréable, on peut être désagréable, on peut être souriant, on peut être triste, on peut pleurer, on peut rire. Donc tout ça sont des multiples facettes. Pourtant, c'est toujours toi. Pierre Kéroc qui pleure, Pierre Kéroc qui rit, Pierre Kéroc qui a mal au ventre, Pierre Kéroc qui va bien, Pierre Kéroc qui est bronzé, qui est tout blanc. C'est toujours le même. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que réellement... Alors, c'est pour ça que j'en venais tout à l'heure à dire que je me demande si les religions du livre nous ont asséné cette image de Dieu le Père. Oui. Bon. Mais quand on a des civilisations qui nous parlent de déesse mère, ils sont beaucoup plus réalistes. Pourquoi? Parce que, effectivement, l'homme a fait Dieu à son image. Quand un enfant naît, on est sûr de la mère. Ah oui, oui. On n'est jamais sûr du père. Ouais. Puis le père, il n'y est pas pour grand-chose. Et donc, y a même certaines traditions, la tradition juive par exemple, où on est juif par la mère. Hein. Donc, j'imagine que les hommes faisant les dieux à leur image, et bien tout d'un coup, il y en a qui sont un peu plus réalistes et qui disent, bah non, le père, on n'en est jamais sûr, donc on va prendre une déesse mère. Et bon, alors, c'est complètement crétin. C'est aussi crétin que ceux qui prennent un dieu père. Parce qu'en fait, quand on regarde dans la tradition védique, d'accord, c'est un dieu qui s'appelle Brahma, mais il est l'œuf.
Mais cet œuf, il a une moitié argent, une moitié or. Mhm. Donc ça veut dire que cet œuf, il a les deux potentialités en lui. Il a les deux polarités, masculine et féminine. Donc toutes les traditions, en fait, qu'est-ce qu'elles nous disent? Que la déité, le Dieu, le divin, est mâle et femelle à la fois. Oui. Hein. Et même dans la Bible, relis la Genèse, tu vas voir, Dieu a créé Adam à son image, mâle et femelle à la fois. Oui, Donc, oui, oui. il y a quelque chose, il y a une entité qui est mâle et femelle à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle possède les deux polarités, comme notre univers possède les deux polarités. Le soleil, la lune, les saisons sombres, les saisons claires, l'hiver, l'été. Hémisphère le droit et gauche printemps. du cerveau. Exactement. Donc, on est vraiment dans ce monde d'ombre et de lumière, et nous sommes faits à son image. Alors après, si on veut dire que cet univers entier, et c'est mon cas, est divin, ben oui, c'est... Alors, évidemment, tout ça, ça sert à quoi? Je crois très sincèrement que ça sert à évacuer la peur dans un premier temps. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, ou s'il y a un grand être qui respire dont on est un petit bout d'ongle, eh ben, mon petit bout d'ongle, il n'a pas conscience de ce que je suis. Et en plus, si je m'esquinte l'ongle, j'en ai rien à faire. Donc tout d'un coup, ça veut dire quoi? Mon petit bout d'ongle, il est seul dans l'univers. C'est pareil. Et moi, je suis tout seul dans l'univers. C'est-à-dire qu'il y a souvent des gens qui me disent, mais alors, il n'y a pas de plan? Il n'y a pas un Dieu qui a décidé tout ça? Ben non, il n'y a pas de plan. C'est à toi de le faire, le plan. C'est à toi, c'est à toi de le vivre. C'est-à-dire que moi, je crois très sincèrement, dans ma conception, j'en ai parlé dans Folle Pensée, là, c'est qu'effectivement, il y a un œuf au départ. Mais ça correspond bien à ce que disent les astrophysiciens d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'univers qu'on connaît aujourd'hui, dont on fait partie, il était dans un espace très chaud et très restreint. Et puis, à un moment ou à un autre, il y a une grande dilatation. C'est pour ça que les traditions, qui étaient certainement très intuitives et très inspirées, ont dit il y a un œuf au départ qui a donné naissance à l'univers. Alors, cet œuf, il est extrêmement dense. C'est plein d'énergie là-dedans, c'est plein de lumière. C'est plein d'intelligence, c'est plein de conscience. Et c'est ça qu'on pourrait appeler la conscience cosmique. Et si on devait dire Dieu, ce serait ça. Moi, j'aime bien appeler cette grande intelligence qui est là, la conscience cosmique. Hein. Les druides, souvent des druides aujourd'hui disent l'inconnaissable. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dilatation, hop, il y a une éclosion ou une explosion. Et puis, il y a une expansion. Et ça veut dire que, et ça donne cet univers dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et les astrophysiciens nous disent, ça a commencé il y a un peu plus de 13 milliards d'années, et l'univers est en expansion. Alors après, certains disent, finalement, au début, c'était très chaud, puis ça va en se refroidissant, et un jour, ça va geler. 4 milliards, hein, on a le temps, je sais pas. Et d'autres disent, non, on va avoir ensuite une contraction. Mais une contraction pour former quoi? Un nouvel œuf. Oui. Alors, finalement... c'est la respiration de Brahma. C'est la respiration de Brahma, expansion, contraction. C'est la respiration de Brahma. C'est pour ça que l'univers est un grand être qui respire. Mais essaye donc pour voir de t'arrêter de respirer. Ça ne va pas durer longtemps. Dans Astérix Obélix, il y a un gamin comme ça qui s'arrête de respirer, qui est tout rouge. Je ne me rappelle plus quel est le titre de l'album. Mais on ne peut pas s'arrêter de respirer. On ne peut pas arrêter notre cœur de battre. On peut peut-être ralentir considérablement les battements de notre cœur, contrôler notre respiration, mais on ne peut pas s'empêcher de respirer. Et donc, ce grand être-là, cet univers, il est comme ça. Et il se fiche complètement de savoir nos états d'âme. Et donc, en fait, cette grande conscience, elle éclate en des milliards et des milliards de fragments. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Ces milliards et ces milliards de fragments vont faire des amalgames. Alors j'imagine, moi je suis un rêveur, je suis un poète. Ça va former des galaxies, que ça va former des planètes, et puis que ça va arriver jusqu'à nous. Et nous sommes des amalgames de cette lumière originelle, de cette lumière et de cette énergie originelle. Voilà, c'est ça. On est des émanations de ce Dieu. Hein. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, c'est ce que je dis souvent. Le minéral se nourrit de tas de substances qui sont là. Le végétal se nourrit du minéral, se nourrit de l'air, du soleil.
les animaux se nourrissent du minéral, du végétal. Nous, alors on peut être végétarien, on a le droit, mais nous nous nourrissons des végétaux, des minéraux, des animaux. Moi, ce que je préfère dans le poulet, c'est la cuisse. Alors je me demande, quelle est, moi, enfin j'ai bien une petite idée, mais quelle est la part la meilleure de moi? Je crois pas que ce soit La cuisse. la cuisse. Je pense que la meilleure partie de moi, ça doit être ma conscience. Et je crois que finalement, ce dont se nourrit l'univers, c'est de nos consciences. D'accord. Alors on peut voir la chose de deux façons. Soit nous faisons partie effectivement de ce grand univers et nous ne sommes qu'un petit bout d'ongle, et à ce moment-là, il n'en a pas grand-chose à faire, mais nous sommes quand même importants pour lui. Soit carrément cet univers, j'ai lu ça dans un livre sur la physique quantique il n'y a pas longtemps, et je ne me rappelle plus, il est le quantique des quantiques, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais oui. c'est assez super. Oui. Et en fait, ils disent, mais ce grand absolu, ce grand tout, et si nous, il nous élevait, exactement comme nous élevons des bêtes à viande, ça devient effrayant, ça. Bon, ben peu importe, c'est notre lot. Même si nous devons être les bêtes à viande de cet univers, de quoi se nourrit cette grande conscience de départ? De notre propre expérience, de nos expériences. C'est-à-dire que nous, dans nos vies, nous allons être là pour faire des expériences, les bonnes comme les mauvaises. Pour qui? Pour ce grand être. Et finalement, cet œuf de faim, et ça, j'ai eu un très bel enseignement avec une vieille dame maintenant, une très vieille amie qui est en forêt de Troncet, et qui s'appelle Edith Acedo, qui était une femme formidable, et je me suis beaucoup enrichi à son contact quant à la compréhension de ce phénomène. Elle dit finalement, à la fin de la contraction, on reviendra à la maison. On reviendra at home. Oui. At home. Et moi, je trouve c'est une vision poétique de la chose. Mais effectivement, tout d'un coup, cet œuf, qu'est-ce qu'il va avoir? Cet œuf qui va se reformer à la fin de la contraction. Si ça existe, c'est une hypothèse, c'est une proposition. C'est un poème. Voilà, c'est ça. C'est peut-être qu'une vision poétique. Mais si ça nous aide à vivre notre vie d'humain acceptable, si ça nous permet de nous rendre acceptables comme humains, après tout, c'est un filtre qui n'est pas plus mauvais qu'un autre. Mais je veux dire que cet œuf de départ, enfin l'œuf d'arrivée, par rapport à l'œuf de départ, qu'est-ce qu'il aura de différent? Eh bien, il se sera enrichi. Il se sera enrichi de toutes les expériences que tous les êtres vivants vont avoir fait pendant le grand voyage de l'expansion et de la contraction. Et moi, je suis assez... alors évidemment, je n'ai pas de preuves. Je ne peux pas dire les druides antiques voyaient ça comme ça. Mais ce qui m'intéresse dans la cosmogonie des druides antiques, c'est qu'il y a cette histoire d'œuf du monde qui donne naissance à l'univers dans lequel nous sommes. Et après, libre après, aux druides d'aujourd'hui, aux philosophes d'aujourd'hui, aux cherchants d'aujourd'hui, aux chercheurs d'aujourd'hui, aux voyageurs d'aujourd'hui, d'essayer de construire un modèle qui puisse nous permettre de faire notre travail d'être humain. D'accord. C'est un petit peu comme ça que je conçois la chose. Alors, ayez bon goût, vous êtes mangé. Oui, c'est ça. Si t'es dégueulasse... Non, c'est là que c'est terrible. Ouais. C'est là que c'est terrible. Ouais. C'est que j'ai bien dit tout à l'heure, on est là pour faire toutes les expériences, les bonnes comme les mauvaises. Oui, c'est ça. Ouais. Alors je te connais un petit peu, je sais que tu es un gentil garçon. Donc Non. je pense que tu es plutôt fait aujourd'hui dans ta vie en général. Bien sûr qu'on fait tous des erreurs et qu'on fait tous des choses qui sont du domaine de l'ombre. Mais je pense que globalement, il faut peut-être admettre qu'il y ait aujourd'hui des amalgames de cette conscience qui travaillent pour cette grande conscience du côté sombre et d'autres qui travaillent du côté lumineux. Donc ça veut dire que même les choses les plus horribles, et c'est là où, évidemment, tous ceux qui pensent que... Même il y a des druides aujourd'hui qui disent tout est amour, tout est lumière, etc. Non, c'est une erreur. Non. C'est une erreur. Je pense qu'on est là pour faire un certain... On a des expériences à faire. Tant mieux pour nous si nous sommes plutôt du côté de la lumière. Mais il faut avoir, je pense, de la compassion
pour ceux qui se chargent du côté de l'ombre. Mhm. Alors après, évidemment, tu vas me dire, on peut pousser loin cette théorie. Alors celui qui viole, qui tue, eh bien, je crois qu'on doit faire en sorte que la justice s'applique à lui, mais que cette justice s'applique sans haine. Alors j'imagine que si on m'avait tué un enfant, par exemple, ou que si on attentait à la vie d'un de mes petits-enfants ou à un des miens, je deviendrais très méchant sûrement. Mhm. Mais j'espère que tout le cheminement que j'ai fait jusqu'à maintenant me permettrait de pouvoir résister à un désir de violence et de vengeance, par exemple. Mhm. C'est une société où la vengeance existe, c'est pas possible, c'est invivable. C'est invivable. Donc je pense que ça aussi, ça amène l'idée qu'il y ait des êtres vivants qui soient finalement à l'œuvre du côté sombre, ben ça doit amener à des qualités humaines qui sont par exemple la compassion, le renoncement à la vengeance, etc. Ou des choses comme ça. Mais bon, c'est ma vision, c'est comme ça que j'essaie de mener ma vie. Mais Oui. alors c'est pareil là, faut pas exagérer non plus. On est que des êtres humains et on peut faire. Moi, tu sais, j'ai été scout quand j'étais jeune. Ah ouais. Bah, on peut l'imaginer. Et le truc chez les louveteaux, c'est de notre mieux, de notre mieux. Bah ouais, Ah ouais, d'accord. On essaye aussi de faire ce qu'on peut. La vie, c'est un grand mystère, hein, et justement, c'est ça qui est passionnant. Un louveteau qu'on appelait Marcassin. Ouais. Alors oui, parce que on pourrait. Moi, souvent, les gens me disent, mais comment vous êtes devenu druide et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de devenir druide? Et je dois admettre que j'ai du mal à le raconter parce que c'est pas facile. Après, les gens sont un peu déçus, mais quand mon père donc était italien, il était né en Ombrie, à Terni. Oui. Et jusqu'à sa mort, il est mort il y a une dizaine d'années, là, il ne savait ni lire ni écrire. Mais réellement, hein, c'était. Parce que dans certaines sociétés initiatiques aujourd'hui, les francs-maçons, par exemple, un franc-maçon dit je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais qu'épeler, etc. Non, il n'était pas initié. Mon père, du moins, il n'était pas comme on l'imagine. D'accord. Mais je pense que il avait plein d'intuitions comme ça. Et quand j'étais petit, il ne m'appelait jamais par mon prénom. Jamais. Et il me donnait un surnom, c'était Marcassin. Toute ma jeunesse, il m'a appelé Marcassin. Alors c'était quand il rentrait du boulot le soir, Marcassin va me chercher mes pantoufles, c'était Marcassin verse-moi un verre de vin, Marcassin va chercher du bois, va chercher des patates, etc. Et ça m'est resté, et finalement, je n'ai compris que, je sais pas, je devais avoir une trentaine d'années, où j'ai finalement compris, je me suis dit, mais c'est pas possible, moi je suis très sensible aux signes, tu sais, et le marcassin, c'est le petit du sanglier. Et en fait, le sanglier est le symbole du druide. Pourquoi ? Parce que le sanglier mange les glands, et les glands étaient considérés par les druides antiques comme grains de la science divine. Et donc, qui tombe du chêne d'ailleurs. Qui tombe du chêne, et fatalement, le marcassin, le petit cochon, quoi. Alors peut-être que j'étais très sale, je sais pas. C'est vrai que j'avais peut-être une aversion pour l'eau encore quand j'étais petit, je sais pas. Et donc il m'appelait Marcassin. Et des années après, je me suis dit mais c'est pas possible. Ça ça m'a marqué, c'était un signe. Et donc alors d'abord j'ai été passionné par l'histoire et notamment par l'histoire des Gaulois. Et puis c'en était un tel point que quand je récitais mes leçons d'histoire à ma mère. Évidemment, là aussi c'est du roman national, Vercingétorix. Je disais pas Vercingétorix, je disais pas Vercingétorix, je disais Saint-Vergétorix. Alors peut-être que j'avais une libido déjà très bon, mais donc alors certains disaient que c'était peut-être dyslexique, c'est possible aussi, mais j'avais une grande passion pour l'histoire. Et en fait, je suis né face au Mont Beuvray. Et pendant toute ma jeunesse, j'ai eu le Mont Beuvray sous les yeux. Et c'était un objet de grand mystère.
quand je disais... Alors, il y avait quand il allait pleuvoir, on avait deux signes. Soit ce que mes parents appelaient la Besançon. C'était l'autorail qui allait jusqu'à Besançon. Alors, quand on écoutait l'autorail, le klaxon de l'autorail, mon père disait « Ah, il va pleuvoir ». Et il y avait un deuxième signe pour savoir qu'il allait pleuvoir, c'est que le mont Beuvray, au loin, était tout bleu. Et moi, ce mont tout bleu, ça me fascinait quand j'étais môme. Ça me fascinait complètement. Et je demandais à mes parents, à mes sœurs, mais c'est quoi ça? Et ils me disaient avec un air du mystère, c'est le mont Beuvray. Et mais c'est quoi? Ils faisaient oh. Et je suppose qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et peut-être qu'ils ne voulaient pas avouer leur ignorance. Mais un jour, j'avais 11 ans, 10, 11 ans, et mon père, donc italien, macho, personne ne sort de la maison. Encore un garçon, ça va, mais les filles ne sortent pas, et le garçon non plus. Et un jour, contre toute attente, un copain de boulot de mon père vient à la maison, lui dit « Tiens, je vais voir dimanche un de mes copains de régiment à la Nocle-le-Mollet. Oh, j'emmènerais bien Jean-Claude. » Et mon père dit « Oui, pas de problème. » C'était incroyable. Ouais. Et donc le dimanche matin, on me lève de bonne heure, on me force à passer dans la salle de bain, marque à 5 j'étais, et on me met ma veste, un petit blazer, une belle écharpe comme ça, et je pars avec Jean. Et pour aller à la Nocle-le-Mollet, on est passé au pied du mont Beuvray. Et j'étais là, et le mont Beuvray était... Le mont Beuvray, ça fait un peu plus de 600 mètres, hein, c'est pas... Ouais. Mais moi, c'est mon mont Mérou à moi. Hein. Ouais. Et donc, je vois ce mont Beuvray couronné de nuages. Et là, j'ai eu un choc terrible. Et ce choc-là, eh bien, encore aujourd'hui, j'en ressens les effets. Et il n'y a pas 15 jours, j'ai été passer 6 heures assis comme ça sur le mont Beuvray à contempler la vallée de l'Aron. Et ce mont Beuvray, c'est le siège de l'antique capitale des Éduins, qui étaient les Gaulois qui occupaient cette région-là du Morvan, hein, Bibracte, c'était la capitale des Éduins. Et c'est là, et d'ailleurs César nous le dit dans sa guerre des Gaules, que Vercingétorix avait reçu le commandement de la coalition générale contre Rome. Donc c'est un lieu très chargé d'histoire, c'est un lieu magnifique, c'est bien plus magnifique que la forêt de Brocéliande. Et pour moi, ça reste la montagne sacrée par excellence. Et j'ai été marqué par ça. Et bon, après quelques années après, à 15 ans, mon père avait été dans la Légion étrangère. Donc il a dit, mon fils, tu feras militaire. Moi, tu sais, à l'époque, ça va peut-être rien te dire, mais mes idoles, c'était le lieutenant Rip Masters, le sergent O'Hara, Ivanhoe. Donc quand mon père m'a dit, mon fils, tu seras un grand guerrier, j'ai dit oui. Ouais, moi, je veux être un héros. Je veux être un héros. Alors je suis rentré dans une école militaire au Mans en 1971. Et là, dès le premier jour, j'ai vu que le métier des armes n'était pas fait pour moi. Je n'étais pas né pour être un guerrier, mais j'ai passé 4 ans dans cette école militaire. Et si tu veux, ça aurait pu être 4 années terribles s'il n'y avait pas eu la présence d'un aumônier dans cette école militaire qui s'appelait l'abbé André Tanguy. Et quand on était en affection avec lui, on l'appelait Druidou. Pourquoi? Parce que c'était un Morlaisien, c'était un breton de Morlaix, un breton bretonnant. Et pendant 4 ans, avec mes camarades, il nous a abreuvés. Ils vont arrêter de klaxonner, ils font exprès. Ils savent qu'on est là. Et d'abord, ce mariage est voué à l'échec, je le sens, c'est pas possible. Non, il fait beau, c'est bon. Et donc, en fait, il nous a abreuvés pendant 4 ans des légendes. De la légende de la mort d'Anatole le Brave et de Crêpe aussi. Et il était amoureux fou de sa Bretagne. Et moi, sans connaître la Bretagne, j'ai été immédiatement conquis. Je sors de cette école militaire en 75. Il prend sa retraite en 75. Et en 80, je reprends contact avec lui. Je vais à Morlaix. Et on ne s'est pas quitté depuis sa mort, en 2008. D'accord. Et donc, quand on s'est retrouvé en Bretagne, donc vers les années 80,
eh ben, il m'a fait connaître la Bretagne avec mon épouse. Il nous a fait connaître la Bretagne comme peu de Bretons la connaissent aujourd'hui. Et il nous a parlé de sa Bretagne. Il nous a fait connaître Huelgoat. Huelgoat, pour moi, ça a été ma première forêt de Brocéliande. Ah, Et un jour, je lui ai dit, je me suis ouvert à lui. Pour moi, il était évident que, bon, j'ai été élevé dans le christianisme, évidemment. Mais bon, moi, j'ai abandonné le christianisme très tôt. Et donc, très tôt, je me suis confié à lui parce que c'était vraiment un ami. Et puis, on pouvait tout lui dire que je voulais être druide. Alors, il me dit, ah, c'est embêtant, ça. Alors je me suis dit, tiens, oui, ça l'emmerde parce que lui, c'est un curé catholique. ouais. Et il avait été prof d'anglais. Et il était très angliciste. Et tous les ans, il allait en Angleterre, plusieurs fois par an, mais il allait en Angleterre. Et là, il me dit, oh, écoute, j'ai mon homologue en Angleterre qui s'appelle Nigel Tanguy, qui est pasteur et qui est druide en même temps. Alors, je pourrais te le présenter, mais ça va être difficile, il faudrait que tu viennes en Angleterre. Et bon, évidemment, ça n'a pas été possible. Ouais. Mais le hasard... Alors je ne sais pas si le hasard existe, Ouais. mais la providence, j'en sais rien, fait qu'un jour, à Bourges, je me suis retrouvé face à face avec un druide breton. D'accord. Ok. Un druide breton qui appartenait à un petit collège druidique qui était mené par Gwenlon le Squazet, qui était grand druide de Bretagne à l'époque, qui s'appelait Ceux du Pommier. Et je me suis ouvert de mes dispositions à ce druide breton qui m'a dit, ben, écoutez, j'en parle au grand druide de Bretagne et on pourrait vous convier à venir participer à nos célébrations. Et ça s'est passé comme ça. Le jour de mon anniversaire, le 28 avril 1991, je crois, D'accord. eh bien, on a été conviés, mon épouse et moi, à célébrer la fête de Beltaine au pied du mont Saint-Michel de Brasparts, dans les monts d'Arrée, sur le Roc Cléguer. D'accord. Et quand j'ai vu ce qui se passait dans cette cérémonie, j'ai dit oui, je me trompe pas. C'est ça. C'est ça réellement que je veux faire. Et c'est ça que je veux vivre. Ouais. Et donc, je suis resté pendant 2 ans, avec mon épouse, on est resté pendant 2 ans dans ce petit collège qui s'appelait Ceux du Pommier. Et puis, au bout de 2 ans, il y a eu une épuration. Tous les Français ont été conduits vers la sortie. Et là, c'est là où j'ai rencontré celui qui allait être mon initiateur et qui allait me faire gravir tous les degrés de l'initiation en druidisme. C'était Mirzine. Mirzine, le grand harpeur. Donc Rémi Chauvet. Merlin, on dirait. Bien sûr, c'est le nom gallois de Merlin. C'est Rémi Chauvet, donc qui m'a initié donc jusqu'au bout en druidisme. Et voilà, et l'histoire. Bon, alors je pourrais détailler beaucoup plus l'histoire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Okay. Donc je pense que depuis le Marcassin jusqu'à aujourd'hui, c'était tout s'enchaîne. C'était fait, quoi. Ouais. C'était. Alors est-ce qu'on peut parler de destinée? J'en sais rien, mais c'était ma voie. C'était ma voie. Et c'est aujourd'hui, si on me disait tu es exilé sur une île déserte, qu'est-ce que tu emmènes? Ben, j'emmènerais, je pense, le druidisme avec moi. D'accord. Ça serait, oui. Bah, il est en toi, donc ça va. Oui. C'est pas lourd. J'ai tous les outils. D'accord. Quelques derniers petits trucs. On a beaucoup parlé de la guerre des Gaules, Ouais. de Julius César. Alors c'est un document auquel on se réfère tout le temps quand on parle Bien de sûr. druidisme, mais il y a, je crois que c'est Jean-Louis Bruno qui dans son livre relativise un peu, Ouais. parce qu'il paraît que c'est un document que César voulait donner aussi au Sénat Oui, pour un peu bien sûr. pour pouvoir partir encore Bien plus sûr. en guerre en Gaule. Bien sûr, bien entendu. C'est pas impartial. Ah, mais bien entendu. Alors, en plus, et Jean-Louis Bruno le dit très bien, ce que César raconte, comme beaucoup d'autres auteurs anciens, il l'a visiblement pris à un autre auteur, Posidonios d'Apamée. Posidonios d'Apamée qui visite la Gaule à peu près 50 ans avant César. Et Posidonios d'Apamée aurait pris lui-même, paraît-il, à un autre, à Timée de Taormine, du IIIe siècle avant notre ère. Donc c'est sûr qu'il faut lire... bien sûr que la guerre des Gaules est une œuvre à la gloire de César. C'est un témoignage. Mais c'est un témoignage important quand même. Je pense qu'il faut lire avec discernement la guerre des Gaules, mais je pense qu'il nous donne
César nous donne beaucoup d'éléments importants. Ne serait-ce par exemple que lorsqu'il nous parle des dieux gaulois. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il ne nous donne pas les noms indigènes des dieux gaulois, mais il les décrit en les comparant aux dieux romains. Ouais. Et on s'aperçoit, c'est un témoignage quand même qui est incontournable, parce que quand on connaît un peu la mythologie irlandaise, bien on s'aperçoit que César a réellement décrit des dieux gaulois qui correspondent tout à fait aux dieux irlandais. Ouais. Donc il faut le lire avec beaucoup de discernement, mais je pense que c'est quand même incontournable. Ne serait-ce que, par exemple, je parlais tout à l'heure, je disais que la toponymie, c'était une porte d'entrée pour le druidisme. Eh bien, on prend la guerre des Gaules, crayon en main, on note les noms de tous les peuples gaulois que César cite. Je me souviens plus très bien, mais je crois qu'il doit y en avoir au moins une soixantaine. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et ben c'est fabuleux parce que ça nous donne une image du paysage gaulois finalement très très intéressante. Panoramique. Il y a un bouquin qui a été fait par Fabien Régnier, un gros bouquin comme ça dans la collection, je sais plus, c'est un gros bouquin rouge sur tous les. Alors Fabien Régnier, je crois qu'il y a un autre auteur avec lui, je me souviens pas. Non, il y a au moins Fabien Régnier sur les peuples gaulois. C'est un travail fabuleux. Et moi, je recommande aux gens qui sont curieux de leurs racines d'acheter ce livre et de le lire parce que finalement, dans les noms de nos villes d'aujourd'hui, de nos régions d'aujourd'hui, on retrouve le nom des peuples gaulois qui les ont occupés il y a 25 siècles. Ah ouais, oui. Par exemple, ici, on est en territoire coriosolite. Ah d'accord. Ouais, c'est le nom des Gaulois qui occupaient cette région. Alors, les coriosolites, on va retrouver leur nom dans Corseul. Corseul, la ville de Corseul, qui est à 1 heure d'ici. Le corps de coriosolites, on le trouve dans Corseul. Les Vénètes, les Vénètes, on va retrouver leur nom qui occupait le Morbihan, si tu veux, en gros, dans la ville de Vannes. Ah ouais. Vannes, c'est Vindos, c'est les Blancs. Les Vénètes, ça veut dire les Blancs. Les Redonnes, qui occupent à peu près l'île-et-Vilaine, si tu veux. Les Redonnes, on va retrouver leur nom dans Redon, dans Rennes. Alors ça, en plus, c'est marrant parce que... C'était Condat, Rennes, ouais. Et donc, le nom des... En plus, on connaît parfois la signification des noms des peuples gaulois. Oui. Les Redonnes, ça vient du gaulois redo, qui veut dire course. Les Redonnes, c'est ceux qui courent. Les Vénètes, c'est les Blancs. Qu'est-ce qu'on a encore les osismes. Les osismes, ceux qui occupaient le Finistère actuel. Ça signifie les plus reculés, les plus éloignés. Les ultimes, ça correspond bien à la position du Finistère, la fin des terres. Qu'est-ce qu'on a encore les Namnettes. Les Namnettes, c'est ceux de la vallée, parce que Nanto, ça veut dire la vallée. Ah, donc c'est Nantes. Ça. Nantes. Ah ouais. Les Tours, les Turonnes, Beauvais, les Bellovaques, les Poitiers, les Pictons. D'accord, ouais. C'est formidable. Il y en a plein. Et alors, Armor, est-ce que ça a quelque chose? Armor, ça c'est Armor, c'est plutôt britannique, on va dire. C'est à la fois les gens, le pays de la mer, opposé à l'Argoate, le pays du bois, le pays de la forêt. Mais c'est fantastique. On a, quand on nous dit que plus rien n'existe, qu'on n'a aucune mémoire, ça n'est pas vrai. Il y a un travail de reconquête de mémoire à faire qui est extrêmement important. Alors, peut-être, je précise encore, je ne considère pas, moi, druide d'aujourd'hui, que je possède les rituels d'il y a 25 siècles. Il y a des druides d'aujourd'hui qui te disent ça. On a les rituels d'il y a 25 siècles, la fête de Beltane. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Une tradition orale comme la tradition druidique qui rencontre deux interruptions, la conquête romaine et la christianisation, elle ne peut pas se transmettre intégralement. Je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Même si moi, aujourd'hui, je suis dépositaire de traditions claniques, c'est-à-dire de traditions qui disent cette transmise de bouche à oreille dans les familles depuis 25 siècles. Ça, c'est pas possible, j'y crois pas. Mais par contre, on a assez de matériel dans les textes mythologiques irlandais et gallois, dans les traditions populaires,
dans le vraiment dans les textes des auteurs latins et grecs, on a assez de choses pour tenter une reconstitution de notre mémoire. D'accord. Peut-être pas totale, évidemment, mais au moins une mémoire partielle et qui nous permette de vivre en accord avec cette terre qui nous a vu naître. Parce que, c'est ce que je dis toujours, quand on s'incarne dans un désert de sable, dans un désert de glace ou dans une région plus tempérée comme la nôtre, eh bien, on reçoit en bagage une histoire, un climat, une spiritualité qui est inhérente à cette terre. Donc, un Touareg, un Lapon et un Celte ne va pas avoir la même façon d'appréhender le monde. Hein. Donc, je ne veux pas imposer mon druidisme aux Touaregs. J'aurais horreur de ça. Je ne veux pas imposer mon druidisme aux Lapons. Mais je ne veux pas que les Touaregs m'imposent leur vision du monde. Je suis curieux de leur vision du monde. Je suis curieux de la vision du monde des Lapons. Mais en tout cas, moi, si je veux vivre en osmose avec la terre qui m'a vu naître, si je veux être prêtre jusqu'à la terre, avec les pieds nus dans ma terre, je veux être en connexion avec cette terre-là et avec tout ce qu'elle a généré. Donc, eh bien, même si je n'ai qu'une mémoire partielle, j'aurai au moins quelque chose qui me nourrira en accord avec mon identité propre et le génie propre de cette terre. Et le mot identité, c'est pas un gros mot. Quand j'entends parler de repli identitaire, je supporte pas ça. Aujourd'hui, nous occidentaux, je pense que l'on nous interdit de vivre en connexion avec avec cette terre qui a finalement nous a fait, nous a forgé. Et moi, je peux très bien dire, je suis druide ici et maintenant, et je respecte les autres sensibilités, mais qu'on ne m'interdise pas à moi de vivre avec cette sensibilité-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nos politiques exacerbent trop les susceptibilités et les identités. Mon vieil abbé, aumônier militaire, qui était royaliste, lui, vraiment. Il ne se rasait pas le 14 juillet. Ah oui, et il était en deuil le jour au mois de janvier, le jour de la mort de Louis XVI. Et lui, il disait, je prendrai au sérieux la République française le jour où elle sera une fédération. C'est-à-dire que je crois très sincèrement que c'est pour ça que j'aime beaucoup la Bretagne. C'est parce que les Bretons sont des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont. Et franchement, il suffit d'aller à Lorient quand on a la grande fête interceltique. Ce n'est pas un rassemblement qui exclut les autres. C'est pas vrai. Donc, bon, là, tout d'un coup, je suis en train de partir dans des choses incroyables. Mais voilà, je pense sincèrement que si on n'arrêtait pas de nier nos racines et nos identités, ce monde-là irait beaucoup mieux. Et quand on nous parle des racines chrétiennes de l'Europe, et quand on a certains jacobins qui font en sorte que parler de Vercingétorix, parler des Celtes, parler des Gaulois, ça équivaut à faire du roman national, je pense que ces gens-là nuisent gravement à notre paix, tout simplement. Bon. J'étais en colère tout de suite, là. Alors, il nous reste une dernière... Alors oui, Jean-Claude, comme je disais, on a dépassé largement notre quota. Je n'ai plus de mémoire, même plus de batterie. Je suis amnésique comme toi, un héritier amnésique. Je voulais te montrer ça. Alors, je sais que cette carte te plaît. Et comme je fais certaines interviews sur le tarot, j'aurais aimé savoir ce que tu penses de l'ermite, l'arcane numéro 9. Pour moi, l'ermite, c'est réellement la lame parfaite de l'initié. D'accord. Et puis, donc, parce que c'est une toute petite lumière, cette lumière de l'ermite, là. Alors, finalement, c'est un type qui cherche un petit peu dans la nuit, mais qui s'éclaire finalement peut-être autant lui que ceux qui semblent vouloir accueillir. C'est ça. C'est ça, mais j'aime bien en plus. Alors, il tient le bâton, évidemment. Alors, le bâton, c'est très important pour un druide. Et vraiment, oui. Pour moi, quand on me demande... Bon, j'aime beaucoup le tarot, mais je crois que réellement, si on devait me
me dire, choisis une lame qui va illustrer effectivement ce que c'est un druide, je choisirais celle-là. D'accord. Voilà. Hein, c'est bon. Je suis pas si vieux que ça, mais. Donc la barbe commence à. Oui. Voilà, mais je trouve le tarot, c'est un truc fabuleux. Hein. Oui. C'est un truc fabuleux. On pourrait parler. De druidisme dans le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est une encyclopédie. C'est une encyclopédie. Il y a plein de choses. Ce tarot de Marseille, c'est une encyclopédie en 78 volumes. Ouais. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Ouais. Mais c'est vrai que c'est réellement, pour moi, l'ermite, celui qui cherche. Hein. C'est la représentation vraiment de l'initié. Et puis, plus largement, et puis après, ma foi, oui, effectivement. Je serais très heureux la prochaine fois de parler du lien entre le tarot de Marseille et le druidisme, et même l'alchimie, peut-être, ces choses-là. Ah oui, l'alchimie, il y a des plus grands spécialistes. Je pourrais te parler de l'alchimie intérieure, l'alchimie opérative. Je ne parle pas d'alchimie forcément. L'alchimie opérative, on a plein de grands spécialistes sur Internet qui nous en parlent, et qui font de l'or sans en faire. Mais, merci beaucoup, Jean-Claude. Tout le plaisir a été pour moi de permettre à l'ignoble bavard que je suis d'avoir pu exercer son vice le plus important, le bavardage. Reviens visser quand tu veux. Ça sera, je serai à ton entière disposition et à très bientôt. Hop là.